taxaw sa kaw doon sa la pataake ba benn xalaatu politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui a le plaisir de recevoir ce dimanche Mamadou Yuri Sall. Il est le directeur du Centre de recherche sur le patrimoine intellectuel Badiordo. Mamadou Yuri Sall, merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Tout le plaisir est pour moi, Bayomar, de participer à cette émission phare qui est écoutée et regardée par tout le monde. Merci beaucoup, Mamadou Yuri Sall. La Constitution, objet de convoitise. Oui, les différents régimes ont apporté des retouches sur cette charte fondamentale, depuis Senghor jusqu'à aujourd'hui Bassirou Diomaye Faye en passant par Abdoulaye Wade et Macky Sall. Alors, la direction empruntée nécessitait-elle des retouches par les différents régimes? La question est posée aujourd'hui sous forme de thématique dans le cadre de cette émission. L'État, la Constitution et le politique. Oui, Mamadou Yuri Sall, le Conseil constitutionnel a tranché sur un rapport de force entre l'exécutif et le législatif sur la base d'une proposition de révision de la Constitution adoptée par l'Assemblée nationale. Le président a soumis cette loi au Conseil constitutionnel pour vérifier sa conformité à la Constitution. Le Conseil invalide la dite loi. Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que cela vous inspire comme réflexion dans le contexte sénégalais? Bayomar, excellente question qui demande un peu de réflexion et un peu d'histoire peut-être pour mieux analyser ce qui se passe actuellement. J'aime bien moi avoir un peu de recul historique pour mieux analyser ce qui se passe actuellement. Dans votre question, le mot fondamental, c'est la Constitution. C'est-à-dire la norme qui régit le fonctionnement de la société sénégalaise. C'est un socle de valeurs qui nous permet de vivre ensemble. C'est ça, à la base, le principe constitutionnel. Le Sénégal indépendant de 1960 a cette base-là constitutionnelle qui est importée pratiquement et qui nous a fait fonctionner avec Senghor, vous avez dit, mais de temps en temps retouché par Senghor depuis 1962 pour rééquilibrer ou bien redistribuer le pouvoir entre deux têtes, entre lui et Mamadou Dia, mais en passant par l'Assemblée nationale. Donc on a retaillé cette constitution-là pour donner plus de force, disons, au président. Donc régime présidentiel fort, ce qu'on a depuis cette époque. Depuis, comme vous l'avez bien retracé, chaque président a essayé de retoucher. Et parfois avec le peuple, ou bien avec le Parlement, ou bien à l'insu du peuple et avec le Parlement, et ainsi de suite. Mais cette fois-ci, la nouveauté, vous l'avez bien dit, c'est pas en passant par un référendum. On passe par les représentants du peuple, que sont les députés, qui ont adopté un texte, mais pour des questions de forme, paraît-il, de procédure, comme on dit, le texte est annulé. Et c'est ça aussi mon questionnement à Bayoma. Je suis d'accord en disant qu'on joue parfois sur la forme pour des questions qui devaient être fondamentales. La norme qui doit nous faire fonctionner, la norme, la base normale qui doit régir notre vivre ensemble. Maintenant, sur des questions de forme, on a des conflits parfois qui peuvent même bloquer le pays. C'est ça qui fait mal. Donc, posons-nous la question, quelle est cette charte fondamentale, quelle est cette constitution qui parfois bloque le pays pour des questions de forme? Et on appelle l'arbitrage du juge, par exemple, le pouvoir judiciaire. Donc, 2 à 3 questions, Bayomar. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir qui est en place? Le pouvoir. Comment ce pouvoir est distribué ou bien équilibré? Sur quelle base? La base de cette norme-là. Et cette norme-là, vous l'avez dit, est-ce que c'est la norme vraiment émanant de la base populaire, émanant du citoyen, vous l'avez dit?
celui qui a des obligations. Et souvent, on oublie qu'il doit avoir des devoirs. C'est pour ça que le mot citoyen pose des problèmes. Donc, beaucoup de questions. Déjà, cette charte, est-ce que c'est notre charte? Nous, société, nous, citoyens, sommes des citoyens. Est-ce que c'est notre charte? De façon typique, le citoyen, la Constitution et le politique. Questionnement. Question importante, Bayomar. Revenons un peu en arrière. Nous avions des sociétés organisées, contrairement à ce que les gens pensent. Très organisées. Depuis les royaumes, c'était organisé. Le pouvoir était assez équilibré, même s'il y avait une autorité quand même suprême, qui est le roi, mais il était entouré par des conseillers. Et parfois, il les écoutait. Ça, c'est depuis tous les rois, que ce soit Bourba Djolof, que ce soit Damel, que ce soit les Almami, que ce soit les Satigués. Toujours, ils étaient entourés par des notables. Donc, plus ou moins équilibré, même s'il y a une autorité, parfois, qui peut être dictateur. Ça, on est d'accord, c'est un roi. Mais très tôt, on a vu quand même que quand on a commencé à avoir un système éducatif, ils étaient entourés par des ulémas ou bien des connaisseurs qui les entouraient. Que ce soit chez les Almami, que ce soit au Djolof, toujours, il y a des Qadi. Qadi Ndiaye Sall, Qadi Amar Fall. C'est des gens qui sont des compétents dans un domaine, surtout pour trancher les différends, pour vraiment régler les différends. C'est ça. Ils réglaient les différends, ces Qadi-là. Donc, toujours, ils écoutaient un pouvoir quasi judiciaire, même si ils étaient le roi suprême, mais ils sont délégataires d'un pouvoir, c'est de régler les différends, de juger. Et on les écoutait. Ça, c'est avant que nous ayons notre indépendance. Donc, on a connu ce qu'on appelle l'État quand même, avec un pouvoir équilibré depuis longtemps. Les gens parlent de royaume, Bourdi Boumidon. Non, toujours, souvent, il y a un entourage. Maintenant, quel était l'engagement politique à l'époque? On a, disons, un détenteur du pouvoir bien entouré qui fait qu'on peut équilibrer. Même si ailleurs, Montesquieu a combattu, a essayé d'éviter le monopole du pouvoir en disant que éclatons le pouvoir en trois, ce qu'on a hérité. Exécutif, législatif et oui, judiciaire. On l'a hérité de Montesquieu sans se poser les questions. Est-ce que c'est ce que nous avions, nous? Ces trois pouvoirs-là, on l'a hérité. Trois pouvoirs pour dire qu'on va équilibrer. Ils vont coopérer, ils sont indépendants, quel que soit le mot, mais il y a trois pouvoirs. Donc, on a un peu distribué le pouvoir entre ces trois corps-là. Deux corps élus, actuellement, modernes, et un corps qui n'est pas élu. Chez nous, au Sénégal, ailleurs, peut-être, ils sont élus, mais ici, ils ne sont pas encore élus. Mais ce corps-là a un pouvoir, on l'appelle pouvoir. Le pouvoir d'arbitrer, c'est le pouvoir judiciaire, d'arbitrer, parfois sur des questions de forme, d'annuler ce que décident les représentants du peuple. C'est ça qu'on a hérité. Et parfois même ce que décide l'exécutif. Et pourtant, ils ne sont pas élus. Mais quand même, ils ont cette compétence-là d'annuler, d'arbitrer et de régler les différends. Et pour nous, l'État moderne est équilibré comme ça. Jusqu'ici, on a des difficultés. Oui, on a... Les difficultés, c'est de dire que ce pouvoir judiciaire dit indépendant, autonome, on a du mal à le voir comme ça. Ou bien à accepter que ce pouvoir-là est indépendant, autonome. C'est notre question de tous les jours. Oui. Parce que vous travaillez sur ces questions en tant que directeur de recherche du patrimoine intellectuel. Oui. C'est ça. J'ai dit que ce pouvoir-là, pour nous, est partout dans nos sociétés. On avait ce pouvoir-là. Mais il n'était pas séparable du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif est le pouvoir suprême. Il y a le pouvoir législatif, c'est les représentants des provinces, des Lamane et tout cela, ils ont le pouvoir. Maintenant, celui qu'on appelle le pouvoir judiciaire était incarné par le chef suprême. Mais il déléguait ce pouvoir, il ne pouvait pas l'assumer, il déléguait ce pouvoir à d'autres qui sont délégataires de par leurs compétences. Donc ils sont libres de par leurs compétences, de leur savoir, et ils tranchent, ils règlent les différends. Et c'est ça qui donne leur autonomie. Ce n'est pas par rapport à l'administration, mais c'est eux-mêmes qui étaient libres parce qu'ils savaient qu'ils ont la compétence de régler les différends sans favoriser qui que ce soit et sans être dépendant d'une autorité ou bien de notre pouvoir. C'est donc là la personne, Bayomar. Et c'est ça m'amène à dire qu'est-ce que c'est que l'engagement politique aujourd'hui. C'est ça la question. Vous avez parlé de citoyens, du politique et de la norme. L'État et la ses normes. constitution entre le politique et le citoyen. Maintenant, la question subséquente, Bayomar, c'est de dire le politique. On avait dit on avait des pouvoirs bien entourés, plus ou moins équilibrés. Le pouvoir judiciaire était
un pouvoir délégué par le chef suprême. Mais quand même, les délégataires étaient autonomes et indépendants parce qu'ils sont compétents dans le domaine. Ils n'étaient pas faibles. Ils n'ont pas besoin d'être, comme on dit, élus ou tout cela. Maintenant, le problème, actuellement, pour moi, ce qu'on a, c'est un problème de personnel politique. De l'engagement politique. Oui, qu'est-ce que c'est que l'engagement politique aujourd'hui, Baye Omar? Et toute notre histoire nous montre que l'engagement politique était basé sur la foi. Avant, effectivement, on héritait le pouvoir. C'est la famille qui nous donnait, parce qu'on est héréditaire, et ainsi de suite. Mais on voit tout le temps la foi. La foi, l'engagement, souvent la foi. C'est ça la base de l'engagement. La foi en la fonction, la foi personnelle, pour dire que sur le plan moral, il y a des choses que je ne peux pas faire, que je dois dépasser. Ce n'est pas forcément conquérir le pouvoir pour le pouvoir et par le pouvoir. Partout, c'est le pouvoir. Non, il y a une finalité. Quand on conquiert le pouvoir, il y a une finalité. C'est pour vraiment développer, pour créer de la prospérité, pour renforcer la cohésion sociale, pour que vraiment le vivre ensemble soit là et bien vécu par tout le monde. Et cet engagement-là, on l'a perdu un peu. Ce type d'engagement. Maintenant, apparemment, on s'engage seulement pour accéder au pouvoir, pour en jouir souvent. Je respecte beaucoup les politiciens, mais ces conflits des temps derniers me poussent à dire que leur engagement est différent de l'engagement de nos ancêtres avant. Et c'est pour cela, même notre façon de prêter serment, j'ai un peu dire que oui, c'est solennel, mais ça n'engage pas la foi. Effectivement, au nom de la nation, je suis d'accord. Pour les athées, il disait Senghor, il l'a ajouté. Au nom de Dieu, je suis d'accord. Mais ces mots-là, n'engagent pas la foi de tous nos citoyens. Nous sommes tous des croyants. On a la foi en quelque chose, en une religion, en quelque chose. Il faut jurer sur ça. Et là, on sent que vous vous êtes engagé sur ça. C'est développer une norme. Oui, une norme qui interpelle notre foi, nous, à nous. Et selon vous, la Constitution n'en est pas une? Non. L'ensemble des valeurs, c'est ça qui manque dans la Constitution, Baye Omar. On a dit qu'effectivement, ce n'est pas interdit de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Les gens disent qu'on a importé la Constitution, c'est une vérité. On a essayé d'adapter de temps en temps, peut-être c'est ça qui pousse les gens. Et cette fois-ci, j'ai vu même, ils ont mis au niveau de nos préambules les chartes demandées. On revient, on veut endogénéiser, comme ils disent. Je suis d'accord. Mais il faut qu'il y ait quand même des valeurs que nous partageons. Je dis, c'est toujours là-bas, c'est la convention pour vivre ensemble, écrite ou pas. Mais il faut des valeurs communes qui nous permettent d'aller ensemble, de nous orienter. Ces valeurs communes, c'est que la société sénégalaise est une société croyante. Croyante, fondamentalement croyante. Il n'y a pas d'athée ici. Difficilement. Je n'ai pas vu. Je vois partout des croyants. Quel que soit le type de croyance, on croit en quelque chose. Mais un athée, comme je l'ai vécu en Europe, bon, j'ai du mal à le voir ici, ou bien assumer. Je ne l'ai pas vu. Donc, poussons nos politiciens à s'engager en engageant leur foi en quelque chose. C'est peut-être ça ne règle pas tout. Oui, parce que ce à quoi nous assistons, ils conquièrent le pouvoir. Une fois à la tête du pays, on constate une rivalité ou même la bataille de pouvoir à la tête de l'État. Quelle est l'explication? Mais c'est ça aussi. Je dis le pouvoir pour le pouvoir, par le pouvoir. Donc accéder au pouvoir, c'est une finalité. Maintenant, pourquoi faire? C'est ça la question. Et je vous dis, ce type d'engagement est important. Vous savez, les tirailleurs sénégalais, quand Faidherbe a créé ce corps-là au départ, parce que c'est l'engagement militaire, ça doit vraiment être un engagement sérieux, fort. Les gens prêtaient serment sur le Coran pour les musulmans, les autres là sur la Bible. Ici, les tirailleurs sénégalais, c'est Faidherbe qui le faisait. Faidherbe n'était pas très croyant. Mais il savait que ces gens-là, pour montrer leur engagement, il faut quand même interpréter leurs croyances. Donc ici, ces valeurs-là, Baye Omar nous manquent. Pourquoi? Je le dis, il y a des mots qui sont là. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Il est vrai, on ne doit pas être naïf pour croire en tout. Mais quand même, celui qui s'engage à faire développer la société, à répandre le progrès et à avoir des voix, quand il est élu quand même, il y a un minimum de respecter ses engagements. Pour dire non, ça c'était la période électorale, je voulais conquérir le pouvoir, j'ai pris des engagements et des promesses, mais ça ne m'engage en rien du tout après. C'est vous qui avez cru en moi qui êtes fautif. Ça pose des problèmes.
On le prend à la légère, mais c'est lourd de conséquences. Et maintenant, comment décider quand on vote? Si, par exemple, si les gens s'engagent légèrement pour accéder au pouvoir, comment décider? Comment voter? Comment choisir? Ça pose des problèmes. Donc, pour moi, Baye Omar, si on revient en arrière, on l'évite parfois, on ne veut pas en parler. Mais partout, j'ai discuté avec Maurice Sugzeli-John, on prête à Machiavel ce qu'il n'a jamais dit, écarter la vertu ou bien l'éthique en politique. Donc tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Non, il dit non, Machiavel ne l'a pas dit comme ça. Machiavel a mis la vertu au cœur. Même chose que Montesquieu. Quand il séparait les pouvoirs, il a mis la vertu. Il a dit que la séparation ne marche pas si la vertu n'est pas mise au cœur. Qu'est-ce qu'il appelait la vertu, Montesquieu? C'est de dire que pouvoir séparer l'intérêt général et l'intérêt particulier. Les deniers publics et les deniers privés. C'était ça. Pouvoir les séparer. Ce qui nous rassemble, ce que nous partageons, il faut veiller sur ça. Et que ça reste le bien de tout le monde. Pour que tout le monde puisse en bénéficier. C'est ça la vertu pour eux. C'est très concret. Ce n'est pas une question morale comme ça aérienne, mais c'est ça la vertu. Alors finalement, Mamadou Yuri Sall, la Constitution, est-ce un simple texte ou est-ce un véritable contrat social entre le citoyen et l'État? Ça devrait être quelque chose de fondamental, Baye Omar. Quand vous avez une société croyante qui fonctionne sur la base de l'écrit, les religions révélées sur la base de l'écrit, ils ont un texte fondamental. C'est leur orientation. Il faut prendre au sérieux cela en disant que cela, quand on a un texte qui est une norme, il faut quand même que tout soit partagé et bien assumé et bien connu par tout le monde. C'est ça qui manque à notre constitution. On a vraiment de l'écrit, mais qui n'est pas bien partagé. Là, quand je vois les débats au niveau national, j'aime bien notre élite, mais vous sentez que quand même notre société ne suit pas comme il faut, Baye Omar. Le débat actuel sur les formes, l'annulation, vous l'avez bien dit, on nous a quand même des questions cruciales, des questions de développement économique, des questions de progrès, des questions de sécurité, d'autres questions. Les gens ne comprennent pas qu'on est dans ce débat-là. Si toi encore le débat n'est pas très profond, pourquoi, par exemple, le Conseil a annulé des questions de procédure? Et on a engagé un débat pendant toute une journée. Nos représentants nationaux ont débattu pour faire passer un texte. Et finalement, on l'a annulé. Ça traduit quoi? On parle de charte fondamentale. Donc, il y a une sorte de manque de sérieux. Soit la charte, on ne le prend pas au sérieux, ou bien ceux qui s'engagent à réformer ne prennent pas les choses au sérieux. Il y a quelque chose quand même qui ne va pas, Baye Omar. Je ne peux pas le qualifier, moi. Mais ça me fait mal quand même qu'on mobilise toute cette énergie, toutes ces ressources intellectuelles pour aboutir à ça. Les autres disent, mais tout ça pour ça, ça pose des problèmes. Mais ailleurs, quand il y a un débat sur la Constitution, c'est la charte fondamentale, vous l'avez dit. C'est la base. On ne touche pas comme il faut. Toujours, non, il faut faire attention. Si au départ, c'est notre charte fondamentale, notre norme pour vivre ensemble, on doit bien au départ avoir quelque chose de solide, de durable. Mais finalement, le problème est ce texte qui n'est pas complet, notamment la charte fondamentale, ou est-ce que c'est les besoins politiques? Où se situe le problème finalement? Parce qu'à chaque fois, il y a un besoin de retouche qui veulent initier à leur propre profit. C'est la charte qu'on qualifie de fondamentale qui n'est pas si fondamentale que cela pour notre société. C'est ça qui est dommage. Elle n'est pas adaptée? Enfin, elle n'est pas bien partagée. Les gens n'ont pas bien adhéré à la société. Si c'était une affaire de la société qui est là depuis le départ et qui a partagé toutes les valeurs qu'on y a mis, les valeurs politiques, quelles que soient les valeurs de politique, démocratie, partage du pouvoir, on ne peut pas retoucher comme ça facilement. On aurait peur de retoucher à ce texte. Ou bien quand on touche à ce texte, c'est du sérieux. On va encore interpeller le peuple en disant que notre charte fondamentale, on va le retoucher. Ce n'est pas des lois, ce n'est pas des décrets, des arrêtés. C'est fait pour cela, les décrets et les arrêtés. Je l'ai dit une fois, on dit non mais à chaque fois, on veut mettre dans la Constitution des choses comme ça qui sont modifiables 5 ans après. Ça pose des problèmes. N'amenez pas tout au niveau de la Constitution. Que les lois, les types de lois que vous connaissez, les textes réglementaires
peuvent gérer des choses qui sont modifiables dans le temps, mais pas quand même la loi fondamentale, la charte fondamentale. Donc, revoyons notre charte fondamentale, Bayomar. Et essayons d'avoir une charte partagée par la majorité, au vrai sens du terme. Essayons d'y mettre des valeurs qui permettent, enfin, aux gens de se retrouver, de se reconnaître, et qui, une fois mis sur place, quand même, reste longtemps sans être modifiée. Sinon, c'est quoi exactement? Une charte qui est modifiée chaque mandat, vous l'avez dit, chaque président modifie. Mais est-ce que c'est une base solide? Est-ce que ça donne une orientation solide? Et là, ça me permet de dire, on a des problèmes avec la durée. Je me souviens, j'avais discuté avec Feu Ibader Thiam, car la veille sur son âme. Quand on discutait des problèmes de mandat, on a beaucoup discuté. Lui était contre qu'on dise, on limite, on réduit non seulement la durée, mais le nombre. Je lui dis effectivement, professeur, si on raisonne en termes de démocratie, ce qui est fondamental, c'est la confiance du peuple. C'est ça qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est de retour au peuple par période. Maintenant, cette période-là peut être courte ou bien longue. Mais le nombre de fois qu'on doit revoir ça, parce qu'il disait Merkel, Helmut Kohl ont développé l'Allemagne, c'est parce qu'ils ont eu la durée. Mais nous, on nous interdit d'avoir la durée. On nous dit, oui, ayez des mandats courts, un nombre de fois limité, donc échanger rapidement. Il dit, oui, mais la durée est importante. L'essence, c'est de dire que si on est démocrate, c'est de retour au peuple de temps en temps. Disons, tous les 7 ans, on redonne la voix au peuple, qu'il décide de garder ou bien de changer. Mais nous, sur la base d'un texte, en disant, non, pas plus de 2 fois, ça nous pose des problèmes. Et ailleurs, il est vrai que ça varie, mais ailleurs, c'est ça. Mais notre société, nos pays sont des pays à développer. La durée, on doit le considérer. La durée, c'est l'expérience. La durée aussi, c'est l'exercice du pouvoir pour mieux améliorer. C'est des pays qui s'inscrivent dans d'éternelles consultations, d'élections, de scrutins. Oui, mais moi, je préfère ça, Omar, que de retoucher tout le temps nos textes fondamentaux. Si on a vraiment un texte fondamental qui contient les normes qui nous permettent de vivre ensemble, il ne faut pas tout le temps retoucher. Mais il faut retourner au peuple. S'il y a doute, s'il y a suspicion, s'il y a méfiance, redonner la voix au peuple, le pouvoir au peuple, pour qu'il décide, tout simplement. Et ce que vous disiez, donner tout de pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire, effectivement, ils sont là pour trancher les différends. Je suis d'accord. Mais que le peuple reste souverain. Mais même ça, les consultations, comme vous l'avez dit, vraiment, on ne souhaite pas que ce soit permanent aussi. On a autre chose à faire. Oui, il faut quand même retourner, consulter le peuple quand il y a des choses sérieuses. Mais pas tout le temps comme ça, en disant que oui, on doit délimiter le mandat à 4 ans, ou bien 5 ans, ainsi de suite, on doit retourner, ainsi de suite. Mais il faut quand même qu'on accepte que nous avons besoin de durée pour aller de l'avant. Les changements récurrents. Il est vrai que c'est bon, l'alternance, on le prône, mais quand même, qu'il y ait un peu de continuité. Parce que souvent, c'est ça aussi qui pose problème, les discontinuités. L'alternance, ce n'est pas forcément la discontinuité. Si on avait une charte fondamentale qui est là, nos alternances ne seraient pas des discontinuités, seraient peut-être en quelque sorte des continuités de l'exercice du pouvoir. Mais c'est parce que quelqu'un vient au pouvoir, il retouche. Donc il change un peu l'orientation, le cours, et finalement, on peut avoir des discontinuités. Donc l'alternance, discontinuité, on n'est pas dans la continuité, on recommence souvent ce qu'on devait continuer. Et ça pose l'éternelle question, l'engagement politique. L'éternelle question, c'est ça, l'engagement politique, Omar. Je pense que vous avez du travail là, vous journalistes qui informent, qui éclairent. C'est de dire que vous qui devez choisir, essayez d'analyser quel type d'engagement. Ces acteurs-là s'engagent comment? S'engagent pour faire quoi? Et on les suit. Ils doivent être évalués sur cette norme-là. Oui, mais l'engagement, pas seulement l'action. Les gens là pensent qu'on doit évaluer seulement l'action, mais l'engagement doit être évalué. C'est pour cela les promesses là, de campagne. On doit en tenir compte. Ça doit être du sérieux. On ne doit pas quand même promettre moi et merveille et venir dire que oui, non, ça ne m'engage pas. C'est vous qui avez cru en moi. Ça vous engage, vous, mais moi, ça ne m'engage pas. Est-ce que ce n'est pas trop facile? Mais c'est ça aussi la foi. C'est-à-dire quand même, quelqu'un qui fait de la politique sans vertu, sans foi, nous pose problème. C'est qu'il parle pour lui, il parle pour parler.
Alors que donne le contexte aujourd'hui? Vous avez justement constaté la grève générale par les syndicats. Également, vous avez vu l'élimination du Sénégal à la Coupe du Monde. Vous l'avez constaté, les conditions dans lesquelles l'équipe nationale a été éliminée, qui fait objet de débats aujourd'hui national. Vous avez également suivi les dures conditions de vie des populations, et dans ce même contexte-là que ce débat est posé également. Quelle réflexion? Nous vivons des moments un peu difficiles. Vous avez parlé des résultats sur le plan sportif, sur le plan scolaire. J'ai écouté il y a 2 jours les producteurs de riz qui n'arrivent pas à écouler. Or, nous vivons de ça, il y a un problème. Donc tout cela pose que vraiment nous sommes dans des moments difficiles. Mais on peut tournant inédit. Ouais, mais on peut le dépasser. Mais aggravé aussi par des conflits politiques qui ne sont pas très profonds, à mon avis, c'est mon avis, qui ne sont pas très profonds. Parfois, moi, je comprends les conflits politiques, des contradictions politiques, je les conçois, c'est normal, c'est la vie de tous les jours. Mais quand ils sont vraiment des conflits aériens, mais on parle parfois, par exemple, des élections qui ne sont pas encore là. C'est ça. C'est comme si c'est un enjeu 2029 qui est au cœur du débat actuel en 2026. C'est pas trop tôt. Si on débattait des orientations, je peux comprendre un peu des débats sur la souveraineté économique. Ça, vraiment, ça m'agrée. Je suis d'accord. Débat sur la souveraineté économique. Des débats sur le développement économique, c'est la même chose en fait. Des débats sur le plan, comme vous l'avez dit, éducatif, universitaire et scolaire, et voir les résultats, les performances. Moins de 50% des candidats au bac n'ont pas le bac. Ça, c'est un débat sérieux. C'est quel système éducatif qui fonctionne comme ça? C'est pas performant. Un candidat sur 2 a le bac depuis longtemps. On ne se pose pas de question, il n'y a pas de difficulté là. Je ne parle pas des résultats au niveau de l'université. Or, on a quand même une population très jeune. Si on n'arrive pas à former, à donner une bonne formation à ces populations-là, qu'est-ce que nous pouvons faire alors? Donc, il y a beaucoup de questions fondamentales. On peut débattre sur ces questions-là. Sur le chômage aussi des jeunes. C'est ça aussi. Si la formation n'est pas à la hauteur, on risque d'avoir aussi du chômage, parce que quand même, les entrepreneurs cherchent du profit, cherchent de la performance, cherchent des compétences. S'ils doutent un peu, ça pose des problèmes. Je me suis rendu compte que nos étudiants qui vont à l'étranger, quand ils rentrent, ont plus de chances d'être embauchés que ceux qui sont formés ici. Il y a un problème. Donc les gens commencent à douter de notre système éducatif. Donc il faut faire un effort dans ce sens-là. Donc des débats comme ça, ce sont des débats prioritaires. La politique aussi, c'est une question de priorité. Qu'est-ce qu'on nous mettons devant? Il est vrai que les questions constitutionnelles sont des questions réelles, mais il y a des priorités. Vous l'avez bien dit, on a le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, le chômage des jeunes, la formation et tout cela, la sécurité. Parce que nous sommes dans un environnement un peu difficile sur le plan sécuritaire, faisons attention. Donc, heureusement que c'est un pays de débat pour le moment. Continuons à débattre et que vous continuez à éclairer, à poser les questions qui nous poussent à réfléchir, à essayer de répondre à vos questions. Peut-être demain, on va essayer de pousser nos hommes politiques à s'engager plus sérieusement, à dire que la politique est noble, l'engagement doit suivre. On ne doit pas s'engager à la légère. N'importe qui ne doit pas quand même être dans ce milieu politique. C'est pour gérer la cité, pour nous diriger à nous. Donc nous pouvons effectivement surveiller, mais poussons les acteurs à être beaucoup plus sérieux en disant que nous nous engageons, nous devons être vraiment sérieux dans ce que nous faisons. Et nous allons engager notre foi aussi. Notre foi, en tant que croyants, les deux vont ensemble. Si on sépare les deux, je m'engage sur le plan politique, mais je suis croyant ailleurs, ça pose des problèmes, Bayoma. C'est ça la séparation, pour qu'il y ait des barrières. Et quel coup d'œil portez-vous sur les transformations sociales en cours aujourd'hui? On a vu que sur le plan social, oui, le secteur social est en ébullition. Et quel entendement en faites-vous? Il y a deux niveaux. Il y a des mutations sociales qui me font peur. On a parlé, vous avez entendu comme tout ce qui se passe avec les LGBT et ainsi de suite. Ça me fait peur. Et là, j'interroge les éducateurs, les parents, toute la société en disant que faisons attention. Ce n'est pas notre société, mais il y a des choses quand même qui nous commencent à gangréner notre société. Ça, c'est un problème, franchement. Maintenant, l'autre niveau,
les transformations dont vous parlez, c'est au niveau international. Il y a vraiment des stratégies de domination, d'imposition des valeurs qui ne sont pas les nôtres, qui sont qualifiées de valeurs universelles, que tout le monde doit accepter. Ça pose des problèmes. Et c'est ça aussi, les questions de souveraineté sont importantes, pas seulement économiques, mais culturelles et tout, et sociales. Ça, c'est important en disant que faisons attention. Donc, commençons par l'éducation, présentons notre identité clairement à tous les membres de la société, parce que c'est ça notre identité, ce sont là nos valeurs, ça doit être clair et ça doit apparaître dans la Constitution. C'est ça aussi la Constitution, le socle des valeurs que nous partageons doivent apparaître dans la Constitution. Il est vrai, c'est bien de dire que oui, il y a des normes africaines, la charte demandée en contient, on le met dans notre préambule, mais il y a d'autres écrits, il y a d'autres valeurs qu'on doit mettre en avant, pour que les gens sachent que nous avons ces valeurs-là, qui sont là, immuables, éternelles, quel que soit le président, quel que soit votre interlocuteur au niveau international. Donc, il faut les garder. Donc, il y a ces mutations-là de base, vous l'avez dit. Il y a ce qui tourne autour de nous avec les dominateurs, l'hégémonie mondiale des grandes puissances qui essayent d'imposer maintenant, au-delà de l'économie, leurs valeurs à tout le monde. C'est ça la société. Les libertés qu'ils prônent, pas nos libertés. Mais on ne doit pas l'accepter. Ben Omar, j'ai dit à un étudiant, il me posait la question en histoire, qu'est-ce que nous pouvons vendre au monde, nous? Oui, c'est la bonne question. Nous ne faisons que consommer. Qu'est-ce que nous pouvons vendre? Parce qu'il disait que notre histoire-là est une histoire de misère. C'est vraiment ce qu'on appelle maison des esclaves. Nous ne faisons que pleurer sur notre histoire. C'est l'histoire que nous avons subie. Je dis non, ce n'est pas vrai. C'est parce que nous présentons... C'est tel que ça a été présenté. Oui, c'est l'histoire des résistants, de ceux qui ont fait face aux dominateurs. C'est comme si on n'a jamais eu l'initiative, nous. Mais présentons nos bâtisseurs. Nous avions des États bien organisés. Jolof était bien organisé. Kayor était bien organisé. Présentons les choses comme ça en disant que nous avions une organisation qui était là, étatique, avec des pouvoirs équilibrés. Présentons les choses comme ça. Je ne dis pas la révolution du Fouta, mais au-delà de ça, mais présentons ce que nous avions avant que le colonisateur soit là. Présentons notre société, pas par rapport à l'Européen qui est venu nous dominer, mais quand nous avions l'initiative, comment nous nous sommes comportés. Là, nous étions libres. Donc, les notions de liberté, on a dit, il y a des sociétés qui ont fait une déclaration des droits de l'homme, en mettant des slogans, liberté, égalité, fraternité. Ce sont ces acteurs-là qui sont venus nous coloniser, nous traiter des êtres humains incapables. Et avec l'Église qui a cautionné en disant qu'effectivement, ils peuvent être maltraités parce qu'ils ne sont pas des humains, au vrai sens du terme. Nous avons les Américains, l'hégémonie américaine, qui ont maltraité les Indiens et tout cela. Donc, tous ceux qui portent, qui nous vendent des valeurs universelles, se sont mal comportés, soit esclavagistes, ou bien colonisateurs, ou bien des gens qui ont créé la guillotine en tuant, en versant beaucoup de sang. Cela n'a pas de leçon à nous donner. Au contraire, nous avons défendu la dignité humaine, Baye Omar. Je l'ai dit partout. Partout, nos révolutions ont défendu la dignité humaine. L'homme n'est pas à maltraiter. Il est à protéger parce qu'il est l'homme. Ça, c'est... Même avant l'islam, on a protégé l'homme. Donc, on a continué à protéger l'homme. Nous étions... Enfin, on n'a jamais été esclavagistes, ni colonisateurs. Et pourtant, on avait par moments des puissants, des conquérants. Et on n'a pas maltraité l'être humain. Mais comment expliquer la tyrannie du politique sur la société? Comment? Ça, Baye Omar, je ne vais pas vous reprocher à vous, les médias, cette question-là. Mais vous êtes au centre de ça. Aujourd'hui, vous m'invitez en posant des questions qui vont au-delà de la politique, de tous les jours de la politicienne. Mais si on avait tous les journalistes-là qui refusent de tomber dans ces pièges-là, des politiciens qui nous invitent dans leur débat, dans leur querelle, dans leur conflit de pouvoir, d'accéder au pouvoir, de mandat et tout cela, peut-être on aurait échappé. C'est ça qu'il explique. Il est vrai que quand même le Sénégal est un pays de débat. Mais parfois le débat, si les journalistes ne font pas attention, ils sont emballés dans des débats qui ne font pas avancer la société. Oui, mais cette tyrannie, comment vous l'expliquez? Mais c'est ça. C'est parce qu'ils font l'actualité partout et on leur donne les moyens de faire l'actualité. Il y a d'autres actualités, Baye Omar. Il y a d'autres actualités, Baye Omar, dans ce pays-là. Quand vous vous réveillez, vous l'avez dit, quand on vous dit que les producteurs n'arrivent pas à écouler, quand on vous dit que les résultats sont comme ça, mais créons des débats autour de ça, au lieu d'accepter, d'inviter les politiciens qui nous parlent de leur mandat des élections de 2029. C'est vous qui faites l'actualité, Baye Omar. Ce sont les journalistes.
on l'appelle quatrième pouvoir. J'aime bien ce mot, quatrième pouvoir. Et je crois au pouvoir des journalistes. Quand on écoute les autres radios, il est vrai que la politique domine partout, mais parfois ils essaient d'équilibrer en disant que, effectivement, dans la semaine, dans la journée, on va parler de la politique, mais on va parler d'autres choses aussi essentielles. Et ici, on a assez de ressources humaines pour en faire, pour équilibrer le débat. Oui, je suis d'accord. Oui. Si on n'accepte pas que ce soit l'actualité partout, le politicien, soit il sera obligé de nous rejoindre dans ce débat-là, de fond, de l'économie, de la formation, de la sécurité, au lieu de la politique politicienne. C'est eux qui nous gouvernent. Mais ils ne peuvent pas quand même nous mener dans tout. Nous 365 jours sur 300, de ne parler que de la politique. Oui, mais Bayomar, si on commence à parler des élections de 2029, dès maintenant, Bayomar, comment vous allez vous en sortir, vous? Vous. À chaque fois que vous invitez un politicien, il vous parle des élections de 2029, ou bien des élections locales. Finalement, vous allez poser les questions qui concernent la société, le citoyen, les producteurs, les éducateurs, les parents et les mutations sociales, comme vous le faites actuellement. Vraiment, ce qui nous envahit, les nouvelles valeurs, le nouveau type d'être humain, les nouveaux types de mariage, les nouvelles définitions qu'on donne à nos gosses là. Qu'est-ce que c'est que le mariage, qu'est-ce que c'est que la famille? Tout cela va nous envahir. Mais il faut éclairer, il faut poser les débats en disant faisons attention. Effectivement, il y a des valeurs dites universelles qui ne sont pas aussi universelles que cela, mais nous refusons. Le problème, c'est moins l'universalisme que juste la manière de rester soi-même. C'est ça, au fait. Oui. C'est quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec certaines valeurs, vous dites que vous n'êtes pas moderne, ou bien vous n'êtes pas dans l'universel. C'est ça aussi qui fait peur. Mais si on pose bien le débat, non. Nous connaissons les valeurs qui sont universelles, c'est la dignité humaine qui est au centre de tout, ça nous sommes d'accord. Les libertés, discutons-en. L'humanisme. Oui, l'humanisme, effectivement. Mais les libertés, discutons-en. Qu'est-ce que vous appelez liberté, vous? Ça s'arrête où? Ça commence où? Avec vos définitions. La démocratie, discutons-en. La distribution, l'équilibre du pouvoir, les trois, pourquoi ne pas en discuter? Moi, j'ai du mal avec nos collègues de Sciences Po en disant que... Mais à chaque fois que je pose, ça déroute. Ah oui, est-ce que nous sommes obligés d'accepter que ces trois pouvoirs, c'est pas 4, c'est pas 5? Et vous voulez que court qu'on accepte d'abord ces trois, et puis on discute. Coopération entre, indépendance entre ces points. Mais non, moi je dis, mais moi j'ai beaucoup étudié l'allemand, mais je sais qu'il y a fondamentalement les deux pouvoirs, ça c'est sûr. Exécutif et législatif. Oui. Mais le troisième, là, que vous appelez pouvoir, nous pose un problème. Mais en quoi il vous pose problème, le pouvoir? C'est parce qu'on a du mal à l'assumer. Ailleurs, peut-être c'est bien assumé. Mais Bayomar, quand notre président, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avait dit qu'il ne va pas être président, je pense que c'était un engagement... Enfin, du Conseil supérieur de la magistrature, oui. Mais est-ce que jusqu'à maintenant, il l'est? Qu'est-ce qu'il a dit après? Apparemment, il n'est plus dans le même truc. Apparemment, il commence à douter en disant que les acteurs même judiciaires me disent que non, de ne pas sortir. Pourtant, il pouvait les consulter avant. Et tous les chefs d'État auront des difficultés avec ce pouvoir judiciaire. Aux États-Unis, vous avez vu Trump, il fait tout pour que quand même nommer des juges à la Cour suprême. Donc voilà, c'est ce pouvoir-là qui pose problème. Les autres là ne posent pas problème. Les législatifs exécutifs, on peut bien avoir une sorte de séparation. On le connaît, ils sont élus. Au suffrage universel, ils sont tous élus. Oui. Mais ce pouvoir-là, le pouvoir délégataire, comme vous, on vous dit par exemple pouvoir, quatrième pouvoir, c'est symbolique peut-être, mais il y a une réalité derrière quand même. Vous pouvez influencer le cours, la marche de la société. Ça, c'est une vérité. Des pouvoirs symboliques comme ça existent partout. On a quand même des chefs religieux qui peuvent influencer la marche de notre société. Et pour vous, tel qu'elle est conçue, ce pouvoir judiciaire pose problème? Il faut en discuter. Par rapport à notre société, je dis, pas par rapport à d'autres. Par rapport à notre société. C'est pour ça que la charte fondamentale demande un débat profond. Il faut reposer la question. Parce que quand même, jusqu'ici, pour moi, on n'a jamais eu de débat profond. Au départ, Senghor a pris ce qu'il avait contribué à l'écrire en France. Il l'a amené chez nous, on l'a pris. En 1962, il y a eu des problèmes. Il en a changé quelques dispositions. Et on a continué, vous l'avez dit. Abdoulaye Wade a essayé de retoucher. On refuse, parfois ça marche. Avec un référendum, ça a marché ce qu'il a mis. Même chose que Macky Sall. Bassirou Diomaye va changer, certainement, en mettant beaucoup plus de questions de souveraineté, en peut-être renforçant les pouvoirs du Premier ministre, on ne sait pas quoi exactement, ainsi de suite. Donc ça va changer un peu. Vous voyez? Donc il y a une instabilité de cette norme-là qui pose problème. Mais si on avait discuté à fond dès le départ, on s'est approprié cette norme-là, on y a mis nos valeurs,
ce qui permet de nous orienter, de vivre ensemble, peut-être on n'aurait pas besoin de retoucher cette norme-là tout le temps, à chaque fois. C'est parce que souvent on l'a mal partagée. Peut-être. Les autres ne connaissent pas. Essayez de voir au niveau de la société. On discute maintenant de quoi exactement. On sait que le conseil a annulé, mais c'est quoi exactement ce que le conseil a annulé? Le pourquoi, bon... C'est expliqué. Hein? C'est expliqué. Le pourquoi, c'est une question de procédure. Ce n'est pas une question même de fond. Oui, ça occasionne des charges qui ne sont pas justifiées. Oui. C'est une question de procédure, tout simplement pour moi. Il y a des questions de fond qui sont posées dans la réforme. Pourquoi ne pas les discuter carrément? Si ce sont des valeurs qui nous permettent d'aller de l'avant et d'être dans la stabilité politique et de mieux équilibrer les pouvoirs, mais mettez tout ça sur la table et prenons le temps qu'il faut. Pas par rapport à un mandat, par rapport à un président, mais par rapport à la société. Et pour en discuter le plus longtemps possible et maintenant le garder pour longtemps, vaut mieux. Mais des questions des tiraillements de forme, parce qu'il y a des conflits entre les personnes et des normes qui doivent nous guider durablement, on a des difficultés. Selon vous, Mamadou Yuri Sall, invité d'objection, oui, sur quoi devons-nous tomber d'accord? Quels sont les véritables problèmes de l'heure dans un pays comme le Sénégal? Pour moi, oui, les véritables problèmes de l'heure, c'est un problème d'orientation politique, économique et sociale. C'est difficile à dire, mais c'est comme si on n'a pas encore retrouvé la voie stable et durable qui nous mette là. Chaque président vient, il va continuer. C'est difficile. Et les problèmes restent les mêmes. Il y a la réduction des comptes, par exemple, jusqu'ici, non encore résolu. Vous avez également l'endettement lourd. Vous avez également la cherté de la vie. C'est vrai que l'un n'exclut pas l'autre, mais vous avez l'impact sur le vécu des Sénégalais aussi. Tout cela, ça revient à nos corps de loi, à ceux qui incarnent ça et ceux qui gèrent ça. C'est ce que je disais. Si, Bayoma, nous sommes tous dans nos positions pour notre compétence, pour notre probité et par rapport à notre foi, nous allons faire ce que nous devons faire. Mais là, s'il y a des choses comme ça, s'il y a des comptes qui sont mal gérés, c'est parce qu'il y a quelque part des gens qui n'ont pas fait leur boulot. Pas seulement celui qui exerçait ou bien qui gérait, parce que peut-être la foi n'était pas là, la vertu n'est pas là, et ainsi de suite. Sur le plan moral, il y a quelque chose qui n'est pas là. Mais les garde-fous aussi manquent. La surveillance manque, l'évaluation manque. Vous avez vu avec l'OFNAC jusqu'à présent, la déclaration de, il y a des gens qui tardent patrimoine, la déclaration de patrimoine. On revient à la question de départ, l'engagement en politique. Quand je m'engage en politique, je sais que je dois gérer des deniers publics, de l'intérêt public, de l'intérêt général. Il y a des choses que je ne dois pas faire. Ça, c'est sur le plan individuel, sur le plan moral, sur le plan éthique. Ça, c'est question. Maintenant, la société met des garde-fous. Parce que l'être humain, c'est un être humain, il peut avoir des faiblesses. Les garde-fous aussi, ceux qui sont mis là pour surveiller, pour évaluer, pour contrôler, doivent faire aussi leur travail par rapport d'abord à eux, à leur engagement professionnel. Oui, mais par exemple, pour le cas de l'OFNAC, avec les assujettis, au niveau de l'OFNAC pour la déclaration de patrimoine, jusqu'à présent, le résultat n'est pas encore atteint. Oui, mais il y a encore des récalcitrants. C'est ça la question? Oui. Mais quand on a géré, normalement, dans la transparence, on ne doit pas douter, on ne doit même pas hésiter, on ne doit même pas attendre à être appelé à rendre compte. Être forcé, ça pose déjà un problème. Être forcé, ça pose un problème déjà. À l'entrée comme à la sortie. Oui. Non, être forcé à rendre compte de ce qu'on gère. On vous force. Il y a un problème, Bayomar. Donc, moi, je dis que notre engagement politique... Est-ce que vous avez jusqu'à penser que notre société est malade? Pas notre société. Bayomar, vraiment, il y a des valeurs qui sont là, dans la société. Mais je ne veux pas parler de classe politique, mais ces temps-ci, je vois que des engagements trop légers. Je pense qu'à l'époque, Bayomar, avant la génération actuelle, il y avait quand même quelque chose qui était là, dans le milieu politique, ceux qui s'engageaient. Je ne dis pas qu'ils sont meilleurs que ceux-là, mais il y a des choses qui n'existaient pas avant. Ce que je crois, je vois actuellement. Peut-être on n'avait pas aussi les moyens
Il n'y avait pas assez de radio, il n'y avait pas assez de télévision. On ne connaissait pas tout. C'est pour ça les réseaux sociaux aussi. Oui, on pense qu'ils sont beaucoup plus vertueux que ceux qui gouvernent actuellement. Mais ce que je dis seulement, la prolifération de partis politiques, des gens qui veulent s'engager en politique, me pousse à poser des questions. Mais pourquoi tout ce monde-là va être dans la politique, Baye Omar? C'est du sérieux. Ça doit être difficile. Qu'est-ce qu'il y a dans la politique qui attire tout ce monde-là? Et maintenant, parfois, des jeunes, très jeunes, je vois mes étudiants qui s'engagent à fond dans la politique. Maintenant, c'est dans tous les corps. Hein? Mais de tous les corps, on voit des gens bouger vers la politique. Ça pose des problèmes. Il y a quelque chose, Baye Omar. C'est ça aussi. Mais il y a des sociétés où ça n'attire pas beaucoup les fonctions politiques. Ça n'attire pas beaucoup les fonctions politiques. Il y a d'autres fonctions qui attirent plus. Mais ici, pourquoi? La politique est devenue un métier. Oui, mais ce qu'on constate, c'est très enrichissant. Ça, vous le constatez comme moi. C'est très enrichissant. Et vite, immédiatement, est-ce qu'on ne doit pas revoir ce modèle-là, Baye Omar? Pourquoi quelqu'un qui a une fonction politique, rapidement sa richesse apparaît? Il devient riche, en tout cas, par rapport à celui avec qui il était. Dans notre corps, on en a souffert un peu d'enseignants. Et jusqu'à maintenant, on en souffre. Baye Omar, primaire, moyen secondaire, vous avez du mal à avoir quelqu'un qui a fonctionné pendant 30 ans, qui a une maison. 30 ans, je dis, une maison. Même avec les coopératives, toutes les solidarités, les gens ont du mal à avoir un habitat. Et pourtant, quand vous êtes coopté en politique, une fonction, 5 ans après, tout change. Et pourquoi ça se passe comme ça? Je pense qu'il y a quelque part où Mitterrand disait que s'enrichir en dormant. Il parlait peut-être des privés. Mais il y a un problème quand même. Je pense qu'il doit y avoir des barèmes. Il avait essayé de fixer qu'on ne gagne pas 10 fois plus que le SMIC pour certains. Mais ici, est-ce qu'on ne doit pas faire quand même des blocages pour limiter les dégâts? Baye Omar, il y a un problème. Si la politique attire, vous l'aviez dit, pourquoi la tyrannie de la politique et du politicien? Il y a ça. Il y a ça aussi. Hein. Il y a cette richesse-là qui est en politique et qu'on gagne rapidement et plus facilement parfois. Et c'est pour ça que je comprends. Les redditions de comptes posent problème. C'est que ce laps de temps-là, si votre vie s'est transformée en un laps de temps, Baye Omar, si on vous contrôle, il y a des choses quand même qui ne passent pas. Ça pose des problèmes, Baye Omar. Mais c'est un débat quand même. Pourquoi c'est la politique qui enrichit plus rapidement que tout le reste? Même ceux qui sont dans le privé, parfois, se posent des questions. Est-ce que nous devons avoir ces sociétés-là, nous? Il faut voir. Finalement, on avait parlé de cette constitution avant de finir. Quel postulat, pour quelle finalité pour cette constitution? Faudrait-il continuer à la retoucher ou est-ce qu'il faut aujourd'hui trouver un contrat social fort? Quelle perspective par rapport à cette norme? Il faut mettre cette norme-là sur la table une fois pour toutes et ne pas se presser. Nous avons un pouvoir exécutif qui est là, un pouvoir législatif qui est là, un pouvoir judiciaire qui est là. Revoyons notre norme, prenons notre temps. On a quand même convoqué des assises sur la justice. Mais cette fois-ci, prenons la norme carrément, pas la justice globale, mais la norme, la constitution. Discutons-en et impliquons tous les acteurs de la société, toutes les forces vives. Parce que c'est notre boussole. Ça, c'est un, c'est deux. Si maintenant nous nous approprions cette norme-là, le reste pour moi, Baye Omar, nous savons que c'est ça notre norme. Et ça va rester durable si c'est notre norme à tous. Et nous la connaissons, nous connaissons les valeurs qui nous guident. Et nous sommes d'accord par référendum, et nous sommes d'accord. Et qu'on explicite tout, que ce soit bien dit et clairement, qu'on explique tout à tout le monde. Et que nous nous engageons. On ne l'a jamais fait, Baye Omar, il faut le dire. Hein. On n'a jamais débattu de notre constitution comme il faut. On ne l'a jamais partagé comme il faut. Ablaye Wade a essayé de faire des consultations. Mais souvent, c'est une élite. Je suis d'accord, il faut quand même qu'il y ait des gens, mais que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. On discute de quoi? Qui a le pouvoir? Quelle est la configuration de ce pouvoir-là? Il le partage avec qui? Et ainsi de suite. On discute clairement de ça. Et si on revoit les engagements politiques, on le met dans la norme. Qu'est-ce que c'est que l'engagement politique? On parle des partis politiques, on parle des normes des partis politiques. Mais l'engagement politique, il faut qu'on définisse bien. Et qui sont ces acteurs-là qu'on doit mettre devant? La norme va le définir. Ce n'est pas n'importe quel acteur qui doit être
devant et qui va nous diriger. La liberté de s'engager existe, mais la liberté de diriger la société, on le met dans la norme. Et clairement, pour combien de temps on rediscute de tout cela, mais toujours en ayant en tête notre histoire, Baïoma. J'aime bien les pouvoirs, la moderne, mais ayons en tête notre histoire. Notre histoire avait quand même des entités très équilibrées. De ce point de vue-là, sur le plan équilibre des pouvoirs, qui sont restés durablement. Ayons en tête tout cela et reconvoquons, revisitons cette histoire-là, parce que c'est ça qui permet aux populations de s'approprier, parce qu'ils vont se retrouver facilement. Mais si tout vient d'ailleurs, toutes les valeurs viennent d'ailleurs, les termes sont d'ailleurs, les gens ne vont pas se retrouver facilement, ne vont pas s'approprier cette norme facilement. Donc là, il y a des mots qui sortent, endogénéisé, reconquête mémorielle, tout cela sont des mots qui sortent, mais concrétisons tout cela et discutons carrément. Nous sommes un pays de débat, mais que les journalistes nous orientent dans ce débat-là. N'acceptent pas de subir le débat qu'on nous impose, que les politiciens nous imposent. Dans le cadre d'une reconquête mémorielle comme mot d'ordre. Mais c'est ça, c'est retrouver notre mémoire, retrouver notre identité, remettre nos valeurs au cœur de tout. Dans la Constitution, dans notre engagement, remettre nos valeurs. On ne peut pas s'engager comme les autres, à la légère, en disant je vous promets, mais ça ne m'engage pas, c'est pour conquérir le pouvoir. Non, il faut quand même sortir de tout cela. Donc les débats sur la Constitution, oui, ne sont pas... Non, mais il faut bien approfondir, je dis. Oui. Un débat, il faut que ce soit plus large et que vous nous orientez, vous les journalistes, et qu'il y ait les questions essentielles au niveau de ce débat-là, pas des questions de procédure, des questions de charge, mais des questions de fond qui nous permettent de nous orienter durablement et d'avoir un socle. Là, nous empruntons une fausse piste, de fausse route. Ce que je pense, moi, à mon avis. Depuis longtemps, je dis que cette charte n'est pas notre charte, mais ça nous a permis de fonctionner à un moment donné, mais on commence à perdre l'équilibre parce que c'était assez artificiel. Mais remettons cette charte-là pour que ce soit vraiment réel par rapport à nous et recommençons, pourquoi pas. Qui repose sur quoi? Repose sur notre histoire, sur nos valeurs. On a eu une société bien avant ces normes-là. On a eu des normes avant, des conventions avant. Remettons tout cela sur la table. Essayons de cuisiner pour retrouver ce qui nous permet d'aller ensemble, de vivre ensemble et durablement et de nous occuper des questions essentielles au lieu des questions de forme, d'écriture, ainsi de suite. De l'autel de nos ancêtres, conservons les flammes et non les cendres, Jean Jaurès. Bien dit, c'est ça. Merci encore une fois. Mamadou Yuri Sall, il est le directeur du Centre de recherche sur le patrimoine intellectuel Badiordo. Merci encore. Je vous en prie, c'est moi, Bayoua. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Gardez l'écoute. Vous êtes sur la 98.5. Vous avez raison. Vous y restez cette fois-ci dans le cadre de Dianobi avec Eladj Malick Ndiaye et son invité. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé